Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme chaque soir pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actualité en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre télé, sur votre smartphone via nos réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous. Au programme, ce soir, nous parlerons montagne et plus précisément du futur de nos montagnes. Cela grâce à notre premier invité, Olivier Moret de la Fondation Petzl. Puis des montagnes, nous passerons au domaine skiable avec une délégation du Grand Bornand sur notre plateau. Il s'agit bien sûr de la chronique Un jour une station. Enfin, des villages, nous ferons un focus sur nos savoir-faire et nous accueillerons Jeanne Guénin, une jeune boulangère au Savoyard mais déjà reconnue dans la France entière. Ça, c'est pour la fin d'émission. Bienvenue à toutes et à tous. Vous connaissez le concept, on commence avec les titres du jour qui seront développés à 18h30. Ce soir, j'accueille Victoria, bonsoir. Bonsoir Manu. Et avec toi, on va aller en Suisse pour un salon d'exception. C'est un salon incontournable pour les professionnels du secteur. Il s'agit du Salon international de la haute horlogerie de Genève. C'est la 29e édition et c'est Clémence Roaldès qui nous offre une petite visite tout à l'heure. Deuxième titre avec un bon geste pour la planète qui commence au coin de la rue. Oui, tout à fait. C'est une épicerie zéro déchet du pays de Gex, à Saint-Genis-Pouilly plus exactement, que Jean-Paul Crespi est allé visiter. Il a rencontré sa jeune propriétaire qui milite donc pour la réduction des déchets. Grand bien lui fasse. Merci beaucoup Victoria. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse, pour le rappel des titres, pour le JT. Bref, on est amené à te revoir. Merci beaucoup. Je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité, monsieur Olivier Moret. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes le secrétaire général de la Fondation Petzl. Petzl, dans nos contrées montagneuses, tout le monde sait un petit peu de quoi il s'agit, des leaders d'équipements de montagne. Mais la Fondation, on en entend un petit peu moins parler. Pourtant, ça fait quelques années déjà qu'elle accompagne de nombreuses actions, et ce, à travers le monde entier. Expliquez-nous un petit peu d'où est sortie cette Fondation Petzl. Alors, la Fondation Petzl existe depuis 12 ans, depuis 2006. Elle a été créée par le président de Petzl, Paul Petzl, voilà. En fait, Petzl, l'entreprise faisait du mécénat depuis longtemps, depuis sa création quasiment. Mais à partir de 2006, ils ont souhaité organiser un peu mieux leur mécénat en se dotant d'une structure avec 2 salariés qui reçoivent les différents projets, les instruisent et ensuite les amènent à un conseil d'administration qui décide ensuite de soutenir ou de ne pas soutenir tel ou tel projet. Des valeurs qui sont communes entre la marque et la fondation. Bien sûr, ça passe sur le côté responsabilité, le côté appréhension des milieux à risque. Également, penser pour nos futures générations, penser finalement l'avenir de notre superbe terrain de jeu. Oui, alors en fait, on a 3 axes de soutien. Alors tous les projets ont un point commun, c'est la montagne ou le milieu vertical. On reste dans l'écosystème de Petzl. Et on a 3 axes de soutien, je vous le disais. Tout ce qui est prévention des accidents et apprentissage de la gestion des risques en hauteur, en milieu vertical. Ça, c'est un premier axe très important pour nous. Le deuxième axe, c'est la préservation de l'environnement. Alors pas n'importe quels environnements. On va parler de la montagne, des milieux souterrains, des falaises. Et puis le troisième axe, c'est améliorer la connaissance du milieu de la montagne et du milieu vertical à partir, soit en soutenant par exemple des projets de recherche qui se déroulent en montagne. On soutient des chercheurs qui mènent leurs recherches en montagne, on les aide à accéder à des milieux parfois difficiles. Et puis aussi en soutenant des projets pour le grand public, c'est-à-dire des expos photos, des festivals de films ou des centres de débat, de discussion sur la montagne, l'avenir des montagnes ou du milieu vertical au sens large. Alors, je vous demande un instant, on me dit qu'on m'entend mal, il n'y a pas de souci, hop, solution de secours. Vous l'aviez pas vu. Et donc j'enchaîne justement. C'est vrai que, alors on a quelques images justement de l'opération qui a été faite en 2017 sur la mémoire des glaces, notamment une expédition qui avait eu lieu donc en 2017 au Mont Blanc pour préserver des bouts de glace justement pour les prochaines générations. C'est vraiment finalement un exemple finalement symptomatique de ce que vous pouvez faire au sein de la Fondation, c'est-à-dire préserver un petit peu, attendre et amener des connaissances, le tout en essayant de bénéficier au monde de la montagne au sens large.
Voilà, donc là par exemple, ce projet sur le patrimoine des glaces, eh bien, c'est préserver des glaces qui vont disparaître, les stocker ensuite en Antarctique pour que les chercheurs des générations futures puissent un jour étudier ces glaces avec des techniques dont on ne dispose pas aujourd'hui, quand nos glaciers auront peut-être, sans doute, malheureusement disparu. Donc voilà, on a soutenu ce projet avec d'autres fondations. Il faut dire que là-dessus, le Mont Blanc, c'est un laboratoire de choix, justement, pour tout ce qui est étude de la neige, étude de la montagne, étude du futur de l'altitude. Oui, c'est le Mont Blanc. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont lieu au Mont Blanc. C'est un vrai laboratoire et c'est historique, hein. Joseph Vallot avait installé son laboratoire là-haut. C'est vraiment un lieu d'expérimentation. Ça n'est pas qu'un lieu d'alpinisme. Le Mont Blanc, on a beaucoup parlé, alors on en parle beaucoup chaque été avec la vague d'alpinisme, la vague généralement d'accidents également qui y est liée. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion basée autour de ce sommet emblématique de nos montagnes, au sommet emblématique des Alpes. On en est où aujourd'hui via notamment les rencontres, les Sustainable Summits Conference que vous organisez un petit peu partout dans le monde. C'était la 4e édition cet été à Chamonix. Il en est question justement de la prévention des accidents. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que déjà tous les pays, toutes les montagnes du globe sont en adéquation sur ce problème ? Ce qu'a montré la conférence qu'on a organisée cet été, c'est que toutes les montagnes du globe, les hauts sommets du globe étaient confrontés aux mêmes problèmes qui sont à la fois liés au changement climatique, avec des dangers nouveaux, des écroulements de parois, alors qui touchent parfois les populations locales, les alpinistes. Et puis le deuxième problème, c'est une pression de fréquentation sur certains sommets emblématiques. Alors on parle chez nous du Mont Blanc, mais il y a évidemment l'Everest, la Concagua, le Denali. Et l'objectif de la conférence de Chamonix que vous avez évoquée, c'était de se faire rencontrer des gestionnaires de tous ces sites du monde entier. Donc il y avait 35 interlocuteurs différents de pays, aussi bien Nouvelle-Zélande, du Népal, des États-Unis, qui venaient confronter les solutions qu'ils mettaient en place chez eux pour résoudre ces problèmes à la fois de fréquentation importante avec tout ce qu'il y a derrière, hein, de pollution, d'accidents, et comment ils faisaient face aussi au changement climatique dans leur pays. Et donc évidemment la question du Mont Blanc qui concentre un peu ces deux problèmes, on le voit chaque été, a été à l'ordre du jour. Alors aujourd'hui, c'est un état de fait, comme vous le disiez, qui est général sur à peu près tous les massifs du globe. Est-ce que concrètement, il y a des solutions qui sont apportées ? Est-ce que vraiment on fait des pas en avant en ce moment ? Alors, je n'ai pas forcément la vision de tout ce qui se passe dans le monde, mais effectivement, il y a des pays qui mettent en place des solutions pour contenir la fréquentation. Hein. Il y a des pays qui font certains aménagements sur des passages particulièrement dangereux pour éviter que les gens se tuent. Pour l'instant, au Mont Blanc, tout est à l'état de discussion, les choses avancent peu. Il y a eu des tentatives de solutions hein, depuis 10 ans, mais pour l'instant, ça reste globalement des échecs. Il n'y a rien d'universel. C'est difficile, une solution qui marche quelque part ne s'applique pas forcément dans tous les pays, il y a des législations différentes, des contextes différents, mais l'une des solutions, c'est déjà que tous les protagonistes se mettent ensemble autour d'une table pour essayer de trouver des solutions. Et au niveau du Mont Blanc, on a encore du mal à mettre tout le monde, toutes les personnes concernées, toutes les institutions concernées autour d'une table pour essayer de poser vraiment ce sujet de l'accidentologie du Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est environ 4 morts tous les ans au niveau du couloir du Goutet et de l'arête du Goutet. C'est 15% des morts en alpinisme en France. C'est un point noir de l'alpinisme en France. Et c'est dommage parce que c'est un sommet qui a une très forte valeur symbolique. Hein. C'est un sommet de près de 5000 mètres au cœur de nos Alpes. Et je pense que la communauté devrait se mettre à la hauteur de ce symbole. Alors, vous le disiez justement, c'est un symbole, mais au-delà de notre cher Mont Blanc, la Fondation Petzl a accompagné, je crois, à peu près 400 projets aujourd'hui, 400 actions entamées partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des gros projets, des grosses actions qui sont en devenir, qui sont en préparation aujourd'hui ? Oui, alors on a plusieurs gros projets, notamment on s'intéresse aussi à tout ce qui est le domaine des avalanches, du danger d'avalanche. Là, l'hiver arrive, il y a un gros risque en ce moment là chez nous, en Savoie et Haute-Savoie, et on est en train de mettre au point avec l'IGN, l'Institut géographique national, et aussi avec un développeur suisse qui a développé un site suisse donc dans son pays pour prévenir, pour mieux prévenir et mieux faire ses choix
de course en fonction du danger d'avalanche prévu. Donc on va essayer de mettre en place ces applications qui vont permettre aux skieurs, aux raquettistes de faire les bons choix et d'éviter de se retrouver le lendemain dans des situations qu'ils avaient peut-être mal estimées. Donc voilà, on espère beaucoup de ces outils-là qui marchent déjà en Suisse et on essaye de les appliquer en France, de les mettre en place en France. On est actuellement plutôt dans une phase de test cet hiver et on espère pouvoir les diffuser plus largement à l'automne prochain. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et on va suivre ça de près. Merci beaucoup Olivier Moret d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ça fait toujours un peu court pour parler, mais bon, on aura l'occasion de se recroiser, ne serait-ce qu'en reportage. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir direction la régie. À bientôt pour accueillir nos prochains invités. Le Grand Bornand est dans la place et Isabelle Pochat-Cotillou, directrice de Grand Bornand Tourisme, et Monsieur Jean Bourset, directeur de la SAEM Grand Bornand, sont avec nous. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos vallées. Et avec vous, on va justement parler du Grand Beau dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, et beaucoup de choses à faire cet hiver. Et c'est vrai qu'on peut le dire, l'hiver il est lancé. Depuis les vacances de Noël, c'est un peu toujours le grand rush de début, le lancement. Les pistes étaient ouvertes un petit peu avant du côté de chez vous. Mais déjà, ce premier rush de début de saison, il s'est bien passé. Isabelle, le Grand Bornand était plein au niveau des vacances de Noël. Oui, en tout cas, on a affiché de bons résultats durant les vacances de Noël et de Nouvel An. Des résultats qui sont légèrement en hausse par rapport à l'an dernier sur la semaine de Noël, puisque notre centrale de réservation affichait 70% de remplissage. Ça donne malgré l'année dernière où il y avait eu énormément de neige. Tout à fait. Et puis effectivement, une fréquentation nettement en hausse sur la semaine du 31 décembre. Donc, un bon début de saison. Ça part bien, les commerçants ont le sourire, j'imagine. Alors écoutez, oui, en tout cas, ils sont enthousiastes. Et puis comme on doit l'être d'ailleurs, quand on accueille des clients en début de saison, il faut de l'énergie, du sourire et puis être prêt à accueillir durant toute sa saison nos clients, bien sûr. Justement, cette clientèle, elle a un peu évolué ces dernières années, notamment dans la manière d'aborder la montagne. C'est vrai que le tout ski, c'est fini, les journées qui commencent à 8h30, qui finissent à 16h30. Aujourd'hui, il en faut un peu pour tous les goûts. Comment vous avez fait la transition, un petit peu pour suivre la demande qui évolue d'année en année ? Je pense que le Grand Bornand n'a pas attendu ce changement de tendance pour effectivement avoir une offre très large. Je crois que le Grand Bornand n'a jamais été une destination tout ski. On a un produit domaine skiable qui est riche, qui est intéressant. Mais en tout cas, on a toujours développé des activités complémentaires, qu'ils soient des découvertes d'un environnement qui est absolument extraordinaire, dans le massif des Aravis, à travers des sentiers piétons, raquettes, à travers le parapente et d'autres sports de montagne de type le ski de rando, par exemple. Et ce, pas seulement durant la saison hivernale, mais sur les 4 saisons. Et je crois que ça, c'est vraiment la force de nos destinations, c'est d'avoir une offre très riche, où bien sûr, le bien-être va tenir une place absolument importante. Et quand je dis le bien-être, c'est aussi bien la détente, la relaxation, mais aussi la gastronomie et surtout de vivre la montagne comme un ressourcement. Ça, je crois que c'est vraiment important. Vous prêchez un converti, en tout cas. C'est vrai ? Parfait. C'est vrai qu'en tout cas, aujourd'hui, on n'est plus à l'heure du tout ski, mais les pistes, c'est quand même important. Jean Bourset, c'est vrai que la gestion d'un domaine skiable, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Au début d'année, enfin en tout début de saison, l'enneigement n'a pas forcément été au rendez-vous. Pourtant, vous aviez prévu le coup, vous aviez fait des réserves de neige en fin d'année. Vous avez réussi à offrir quand même une offre ski qui était plus que décente. Oui, tout à fait, qui était même assez surprenante eu égard au peu de neige naturelle qui était tombée et surtout aux journées de pluie qui ont juste précédé les vacances de Noël. Je dirais dans ma longue carrière qui va se terminer, c'est la première fois que je vois un manteau neigeux aussi résistant sur une aussi grande surface avec des altitudes moyennes entre 1000 mètres, puisqu'on descendait jusqu'à 1000 mètres. On avait toute la station qui était ouverte, avec toutes les liaisons, quelques appareils secondaires qui sont restés fermés, mais qui n'impactaient pas fondamentalement le produit ski. Et on peut se féliciter qu'avec moins de 20 cm de neige, on ait pu tenir et entretenir le domaine tout au long des vacances de Noël. Bon, la sous-couche et les fêtes, qui plus est avec aujourd'hui les dernières chutes de neige qui ont fait plaisir, qui ont pu remettre un bon coup de blanc général. Aujourd'hui, il est encore question de faire de la neige de culture ou objectivement on n'en a plus besoin ? La campagne est quasiment terminée. On va même avoir un objectif un peu inférieur à celui de l'an dernier, puisqu'on optimise, on a des nouveaux systèmes sur les engins de damage qui permettent de mesurer en permanence l'épaisseur du manteau neigeux
Et je pense qu'on va gagner à peu près 5 à 8% de volume, ce qui fait qu'on a quasiment terminé notre production avec les derniers jours de froid qui ont été juste postérieurs au Nouvel An. Bon, en tout cas, c'est vrai que la saison ne fait que commencer. Sur la suite, il va y avoir encore énormément de choses à faire, de choses à voir, de choses à découvrir. Et c'est vrai qu'au niveau des animations, le planning du Grand Bornand est chargé pour cet hiver avec pas mal de choses pour les touristes. Oui, bien sûr, comme toute destination touristique, hein, on a une gamme d'animations qui est très riche, très soutenue, qui s'adresse à un public très large. Alors on va retrouver la traditionnelle descente au flambeau, les booms pour enfants, la découverte des métiers de la montagne. Alors il y en a vraiment absolument pour tous les goûts en termes d'animation. Et on veille vraiment à rythmer le journée du public qui est en vacances au Grand Bornand. Ça, c'est extrêmement important. Puis après, je crois que le Grand Bornand est réputé aussi pour sa dynamique événementielle. Et on aura un grand rendez-vous cet hiver. Ce sera la 12e édition de Glisse en Cœur, les 22, 23 et 24 mars. Alors ça, c'est vrai que c'est un incontournable dans la station. On ne peut plus imaginer une saison d'hiver sans Glisse en Cœur au Grand Beau. D'ailleurs, ça fait venir énormément de monde de l'extérieur. Oui, tout à fait, parce que le principe même d'une course de ski solidaire au profit d'une association qui œuvre pour le bien-être des enfants, eh bien, ça ne connaît pas de frontières. Donc on a aussi bien des équipes de Paris, de Vendée, des équipes belges cette année, suisses, anglaises. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un défi très simple à relever. Hein. On est 10 et on assure un relais pendant 24 heures. Et cette année, ce sera au profit de la lutte contre la mucoviscidose, aux côtés des associations Grégory Le Marchal et l'association Étoile des Neiges. Et c'est un très beau combat, puisque c'est donner un peu plus de souffle aux enfants qui en manquent. Donc ça, je trouve ça formidable. Il est encore possible de s'inscrire, il reste des places Alors aujourd'hui ? bien sûr, il y a encore des places, aussi bien en catégorie entreprise qu'en catégorie qu'on appelle tribu. Hein. Les tribus, c'est les copains, les amis, la famille. Je vous invite à découvrir l'événement pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Le challenge même d'organiser votre équipe, eh bien, c'est aussi une forme de soutien à l'association. C'est très simple, tout le monde peut participer. Il faut un niveau de 2e étoile, en gros. Hein, voilà. Et puis, on va vivre ça de façon très solidaire, mais aussi très festive. Hein, parce qu'il y aura des très beaux concerts durant 24 heures, et notamment Louis Bertignac, qui nous fait le plaisir. C'est la 2e fois qu'il viendra à Glisse en Cœur. Il est venu en 2009. Et je peux vous assurer qu'il va vraiment faire résonner nos montagnes. Et un très très beau concert s'annonce le samedi soir. Merci beaucoup. On le rappelle pour nos téléspectateurs, comme chaque soir, on vous fait gagner des objets promotionnels. Pour ça, et grâce à la générosité de nos amis du Grand Bornand, on vous engage à aller direction notre compte Instagram pour toutes les informations. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci d'avoir fait le déplacement. De toute façon, on sera amené à se recroiser durant l'hiver, ne serait-ce que pour Glisse en Cœur. Merci à vous de votre invitation et de nous suivre de façon si fréquente et soutenue. C'est important pour nous. On essaye. C'est bien. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi de réaccueillir Victoria Lopez pour la revue de presse. Et avec toi, ce soir, des Aravis, on va passer au pays du Mont-Blanc. Oui, tout à fait. On commence cette revue de presse en musique, Manu, avec un blind test pour toi. J'espère que tu sauras reconnaître le morceau joué par l'Harmonie municipale de Sallanches dans une petite vidéo du Dauphiné libéré que l'on va regarder tout de suite. Alors, avec le son, ça aurait été mieux pour le blind test, effectivement. Oui, non, c'est sûr. J'ai la vidéo. Je vois bien. Vu ce qui est marqué c'est encore plus sur l'écran. C'est un blind test sans son. Voilà, alors ça c'est original. Là, tu es à ma mesure, tu vois. Tu me fais des gros challenges. Et en plus, c'était vraiment pas compliqué. Il s'agit en fait de We Are the Champion. Rock You. Presque. We Will Rock You de Queen, donc repris par l'Harmonie municipale de Sallanches. On a beaucoup parlé du groupe, surtout du film Bohemian Rhapsody que tu as peut-être vu, sorti donc à l'automne dernier, qui a raflé 2 Golden Globes, rien que ça. Eh bien, l'Harmonie de Sallanches surfe sur la vague et on imagine qu'il y aura beaucoup de monde pour un concert hommage au groupe britannique. Donc le concert aura lieu le 25 mai prochain à partir de 19h30 à la salle Léon Cural. Et le Dauphiné en a profité pour nous partager un de ses morceaux. Je retournerai du coup sur le site du Dauph pour aller voir ça. Et puis Cocorico, on revient dans les Aravis, on revient au Grand Bornand avec la petite puce qui fait des siennes. Et effectivement, Tessa Worley qui monte à nouveau sur le podium à Kronplatz
en Italie. C'est son 4e podium cette saison. Elle est deuxième, elle a terminé deuxième de la première manche. Elle a confirmé son rang dans la seconde manche du géant. Derrière l'imbattable Mikaela Shiffrin qui a raflé la première place. C'est sa 53e victoire à Mikaela Shiffrin en Coupe du Monde. Elle s'impose tout de même avec 1 seconde 21 centièmes sur la française. L'Italienne Marta Bassino complète le podium. Elle est 3e à presque 2 secondes de Shiffrin. On félicite la skieuse au Savoyard du Grand Bornand. Ouais, bravo à Tessa, hein. Surtout que c'est vrai que pour aller chercher Shiffrin cette année, il faut y aller et presque 1 seconde 20 de retard, c'est pas grand-chose. Exactement. Et puis Manu, toi, tu nous parles de toute autre chose, de la politique en Suisse. Oui, ouais, moi je vais très porter Suisse ce soir. Car tu n'es peut-être pas sans savoir que justement ce mardi soir a lieu une assemblée assez particulière à Genève. Plusieurs centaines de membres, à peu près 600 du PLR, le parti radical libéral, sont attendus pour se prononcer sur la confiance qu'ils apportent à Pierre Maudet. En effet, après les déboires du ministre de l'économie suisse, notamment suite à un voyage tout frais payé à Abu Dhabi au février dernier, ce dernier a refusé de démissionner à plusieurs reprises. Ce soir, il tentera donc de convaincre pour être soutenu par son parti ou alors, à défaut, être un peu plus poussé vers la sortie. Une affaire qui s'éternise, qui a causé beaucoup de mal au parti, dont la direction a d'ailleurs déjà depuis retiré son soutien à Pierre Maudet. Donc, grand oral de rattrapage. On attend de voir ça et on vous en donnera des nouvelles. Et de toute façon, ne serait-ce qu'en revue de presse, je vais me faire un plaisir de commenter ça. Et puis, une histoire assez intéressante pour l'armée. Alors oui, on la Suisse toujours, hein, parce que c'est une manne d'inspiration pour moi, c'est génial. On les dit neutres, mais en tout cas, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'ils ont vraiment la fibre militariste, à tel point que certains retraités choisissent de refaire leur service militaire à plus de 62 ans. Bon, ok, l'homme en question est un ancien colonel, il faut le savoir, et qui explique que depuis l'époque où il a fait ses classes, soit en 1976, l'armée a beaucoup évolué, d'où la motivation de comprendre et mieux se rendre compte de ces évolutions. Une initiative que regardent justement avec intérêt les hauts gradés suisses et qui ont demandé à ce bleu vétéran de refaire un rapport complet justement pour savoir ce qu'il en avait pensé. On lui souhaite bonne chance, sachant que ses instructeurs ont d'ores et déjà annoncé qu'il lui ferait pas de cadeau, et lui qui se définissait comme assez peu sportif, on attend de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Merci Victoria. Manu. On se revoit pour le rappel des titres. À tout à l'heure. Bon courage pour la finition de l'écriture. Et j'accueille tout de suite notre 3e invitée, Madame Jade Guénin. Bonsoir. Jade, vous êtes lauréate des Rabelais Jeunes Talents 2018, catégorie boulanger. Médaille d'argent au concours Un des meilleurs jeunes boulangers de France en 2017. J'ai envie de dire, c'est assez la classe, bravo. Déjà, à peine 18 ans, à ce que j'ai compris, anécienne de souche. J'ai envie de dire, comment on fait à la fois un apprentissage, une formation dans le dur métier qu'est la boulangerie, et déjà assez de temps pour passer autant de concours? Eh bien, il faut faire des choix, et tout en apprenant mon métier, j'ai eu la chance d'accéder à un concours, donc j'en ai pris l'occasion de réaliser mon rêve de vouloir être meilleure jeune boulangère de France et après aller aux concours mondiaux qui m'a ouvert les portes sur le meilleur titre, le titre de meilleure brioche au monde. Ça, c'est pas n'importe quoi quand même. J'imagine que y a tout le gratin de la brioche qui se réunit un peu partout. Comment on arrive déjà à gérer une qualification pour ces mondiaux? C'est assez dur parce qu'il y a eu beaucoup de pression, donc quand on a fini le concours, ça retombe, la pression, elle relâche. Mais il faut garder toujours la tête haute et au boulot, toujours avancer. Alors, vous travaillez à Annecy, dans Panen Gâteau. Chez Panen Gâteau, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Comment vous faites justement pour allier la vie professionnelle quand même avec la vie de concours? Et j'imagine qu'il y a des temps qui sont alloués pour la préparation. Comment on s'entraîne en faisant des brioches tous les jours, ou il y a un entraînement particulier? J'ai eu la chance chez mon patron d'avoir des semaines où je travaillais pour m'entraîner. Donc j'ai eu 2 semaines entre autres j'allais au travail pour m'entraîner. Alors c'est-à-dire, moi je suis un peu néophyte, ça consiste en quoi un entraînement? C'est faire des dosages différents pour avoir le meilleur non, c'est que j'avais en gros une fiche de commande pour le concours. Et en gros, tous les jours, je répétais ce que je devais faire et faire toujours au mieux.
La boulangerie, c'est une passion depuis toute petite déjà? Oui, depuis toute petite, à côté de chez moi, j'ai un four à bois qui m'a donné envie de faire du pain. Et alors, j'imagine que le pain, de toute façon, c'est un savoir-faire. Quand on s'improvise pas comme ça, et même au-delà de la simple recette, il faut quand même une petite touche en plus, faut une petite note de passion, un petit peu d'amour. Comment on détermine, selon vous, un bon pain, une bonne brioche? Bah, c'est un bon savoir-faire, entre autres, et il faut avoir des bases et des connaissances. Comme je dis souvent, une maman, elle peut faire un bon gâteau chez elle, mais elle a du mal à faire du pain parce qu'on n'a pas forcément le bon matériel ou les bonnes connaissances. Et alors, selon vous, ce qui fait une bonne brioche, par exemple? Bah, après, on a beaucoup de recettes différentes, on a des manières de les travailler, des sortes. Après, on a des garnitures qui viennent s'y ajouter, donc des brioches pas forcément simples, mais avec des goûts différents, avec des purées de fruits, etc. Comment vous faites pour avoir justement l'imagination? Ça se trouve sur Internet? Vous faites la tournée des confrères incognito dans d'autres boulangeries pour voir comment ils font? Bah, entre autres, il y a des meilleurs ouvriers de France qui ouvrent pas mal leurs livres et on voit ce qu'ils font. Mais aussi, c'est beaucoup d'imagination et ce qu'on aime nous, déjà. Ça commence par là, faut être gourmand pour être boulanger. C'est ça, ou avoir une famille où on leur fait goûter, on propose ce qu'on essaye. Et alors, le dernier coup de cœur du moment, la petite recette en plus, celle que vous aimez bien faire ou bien manger, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup faire des croissants et faire des cookies, donc de la pâte à croissant avec des garnitures. Ça, c'est pas mal. Bon, prochain concours, il est déjà acté? On sait un petit peu où ça va aller? Non, je ne sais pas encore, mais pour le moment, j'ai l'objectif de finir mon brevet professionnel, qui est dans à peu près 4 mois, et après, je le verrai. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Merci beaucoup, Jade, d'avoir Merci été à vous. avec nous. Bon courage pour la suite et justement pour le brevet qui va arriver. J'imagine que c'est un peu révision, là, dans les prochains mois. Oui, là, dans 2 semaines, j'ai mon brevet professionnel blanc, et j'en ai déjà fait un en entreprise il y a quelques semaines. Ça devrait bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je te laisse repartir direction la régie et on recueille Victoria une dernière fois pour le rappel des titres. Et on le disait, ce soir, on part avec Clémence Roualdès en Suisse. Oui, pour le salon de la haute horlogerie de Genève, il s'agit de la 29e édition. On découvrira que le salon se met à l'heure de la technologie. Et une épicerie nouvelle génération. Zéro déchet, effectivement, puisque c'était une épicerie qui vend des produits en vrac. Jean-Paul Crespier a rencontré sa propriétaire. On ira du côté de Saint-Genis-Pouilly. Sans oublier le salon Grand Ski, bien sûr, c'est l'un des titres également qui sera développé ce soir au JT. Restez avec nous, ne manquez pas justement le JT, c'est dans quelques minutes. Juste après la pause, on se retrouve tout de suite.